Avant de démarrer cette troisième partie de l'introduction à la mort du roi Arthur, je voulais vous rappeler que ces cours ne vivent que de vos contributions. Vous avez le lien sous la vidéo. Vous trouverez aussi une copie du plan de l'introduction dans la description. Motifs littéraires et influences culturelles. Le premier point, à la charnière des genres, les adresses de l'auteur, traces de l'oral et motifs de l'écrit. Le jongleur pour la chanson de geste et le troubadour pour la poésie lyrique, en participant à la diffusion d'une littérature orale, laissent une empreinte notable sur la littérature écrite qui en est issue. Ainsi en est-il du roman. Selon Zinc, le jongleur est un amuseur itinérant qui voue sa pratique à l'oral et à la représentation. Avec Leclerc, il promeut la littérature française à ses débuts. Condamné par l'Église, il mêle origine et performances variées. Dans la continuité des acteurs ambulants de l'Antiquité tardive, ainsi que des bardes celtiques et germaniques chanteurs de poèmes épiques, on lui prête une pratique ancienne du spectacle comme acrobate, montreur d'animaux, mime, musicien, danseur, chanteur. Si cette dernière activité n'est pas l'unique moyen d'expression des jongleurs, la pratique de la récitation et du chant de poèmes a sans doute une place décisive dans la diffusion et l'élaboration des formes poétiques telles que la chanson de geste et la poésie lyrique. En quête d'un mécène généreux, ils assurent l'actualisation orale de l'œuvre médiévale. C'est pourquoi leur importance diminue avec la progression de l'écrit. Ils cherchent à partir du XIIIe siècle à être employés par un grand seigneur comme ménestrel, ministérialiste. De même que les prologues et certaines interventions du récitant dans le cours du texte font apparaître de façon certaine la diffusion orale par les jongleurs de la chanson de geste, de même l'importance de la variante, s'accordant avec ce type de diffusion, permet d'observer l'évolution des textes par leur divergence, leur actualisation permanente, autant que de caractériser leur stabilité fondamentale. La permanence du récit au fil des siècles dépasse les changements superficiels. Dans La mort, le roi Arthur, la formule qui permet de passer d'un lieu à un autre, de focaliser sur un groupe lorsqu'une action touche à sa fin, et rythmer la diégèse en différents tableaux juxtaposés, ne présente que peu de variations. Au paragraphe 23, on peut noter: en cette partie, dit Licomte que quand entre Monseigneur Gauvin et Gaérier furent montés pour aller après le chevalier qui l'assemblée avouée venu, ils chevauchèrent celle part où ils cuidèrent que il fut tourné. En 38. Or dit Licomte si en droit que quand Lancelot fut Léance venu, il accoucha malade. Si j'eus bien un mouet ou plus de la plaie que Bohort ses cousins l'y fit au tournoiement de Vincestre, que les chevaliers qui, avec lui, avouaient été à l'assemblée, n'y avouaient attendu fort la mort. En 64. Si en droit dit Licomte que quand Lancelot se fut parti de Bohort et d'Estor son frère, il chevaucha parmi la forêt de Camalot une nuit chez un ermite à qui il s'étoit fait confier aucune fouet, s'il l'y faisoit toutes les heures qu'il pouait. En 66. En cette partie dit Licomte que dit roi Arthur séjourna à Camalot après la mort de Gaëriste jusqu'à l'assemblée, et au jour nommé policiers voèrent en prairie de Camalot que 20 000 hommes, que d'une part que d'autre, dont il n'avouait nul qu'on ne tenît à prud'homme et à bon chevalier. La formule, donc, inscrit l'œuvre dans le roman écrit, confère une autonomie communicationnelle au récit conté, efface l'auteur en tant que personne pour l'établir en scripteur, garant du rendu écrit d'une histoire transmise et modifiée au gré des conteurs. Dans la chanson de geste, en revanche, l'état de réélaboration perpétuelle que montrent les variantes, selon Pidal, peut aussi être interprété à l'aune des théories sur la poésie orale, selon Laure, comme une façon d'exister de la création, une poétique, par et dans chaque nouvelle performance.
En ce sens, la représentation ne repose pas sur une mémorisation du poème dont les variantes sont des imperfections, mais sur l'improvisation à chaque nouvelle présentation du poème de narration en vers issu de la tradition orale, fondée sur la reprise de phrases formulaires consignant les actions typiques de l'intrigue épique. Dès lors, on doit considérer le style formulaire comme une trace de l'oralité dans la chanson de geste, différencier deux genres narratifs dans la France du XIIe siècle, la chanson de geste et le roman. C'est affirmer d'abord que l'un est oral et l'autre écrit. Aussi peut-on considérer que la chanson de geste écrite tend vers le roman en observant que le style formulaire est moins présent dans la chanson de geste tardive. S'il n'est pas propre à la littérature orale, selon Zinc, et si l'opposition entre oral et écrit n'est ni absolue ni rigide au Moyen Âge, c'est que la conscience que le poète peut avoir de cette opposition lorsqu'il a accès à l'expression orale et côtoie l'écrit, lui donne l'opportunité d'adopter un style, des effets, des procédés pour en jouer délibérément comme d'un artifice. Même si cet art est oral dans sa circulation, les œuvres nous sont connues par l'écrit. Au XIIe siècle, les marques de l'énonciation orale conservées dans le texte écrit, comme l'appel au public, l'invitation à faire silence, l'annonce que le poète va s'interrompre pour faire la quête ou aller boire, ont été soigneusement recopiées dans le silence du scriptorium. Leur dilution énonciative au XIIIe siècle constitue un trait d'affirmation du roman comme genre autonome. Narration d'une histoire connue en langue romane et par écrit, le roman français du XIIIe siècle est lu à haute voix, construisant une interaction différente entre auditeur, lecteur et rédacteur, garant de la justesse de l'histoire érigée en conte, texte prêt à être dit à autrui. La nature artificielle de ce procédé est encore plus évidente dans le roman, ce genre étant lié à l'écrit. Les caractéristiques stylistiques, restent peu à peu effacées de l'oralité originelle, ont pu devenir une marque de l'archaïsme familier, de la distance temporelle introduite par les procédés formels de l'oralité devenue fictive dans le genre écrit, et soutenue par le décalage chronologique des cadres historiques du roman et de l'époque de son écriture, d'une part, par leur concomitance socioculturelle, d'autre part. Deuxième point, le droit, la raison et la foi contre l'adultère. Selon Badel, ce sont les conceptions juridiques médiévales qui régulent la question du droit et du tort dans la littérature. Même si l'intérêt pour le roi romain est manifeste dès le XIe siècle, c'est le roi Arthur qui incarne la conception médiévale du bon juge. Son respect scrupuleux des coutumes le fait désigner comme roi droiturier. Il partage la vision médiévale d'un monde clos et hiérarchisé, où il est essentiel de veiller à ce que chacun reste à sa place. Le caractère traditionnel du droit médiéval permet que les différends soient réglés par référence à la coutume, ce qui est juste et ce qui a cours depuis longtemps. Ainsi, lorsque Arthur, dans Érec et Énide de Chrétien de Troyes, entend respecter la coutume de la chasse au blanc cerf malgré les risques, les événements lui donnent raison. Le droit est rendu par une cour devant laquelle tout homme a en principe le droit d'être jugé par ses pairs. La collectivité garantit la coutume faisant référence, la loyauté de la procédure ainsi que l'équité de la sentence. Aussi, la valeur d'un jugement revient-elle régulièrement dans Tristan comme un moyen sans faille de disculper la reine et le neveu du roi. De même, le conseil des barons et des autres membres de la cour royale s'avérant insuffisant ou caduc, il est fait appel au roi Arthur et à ses chevaliers comme pairs de Tristan et Marc, pouvant les seuls être garants de la légitimité du jugement qui serait établi. L'engagement des parties en cause va au-delà des seuls individus et engage, moralement au moins, son lignage, son seigneur et ses vassaux. Le garant suprême de la sentence demeure Dieu, sans que soit nécessaire, jusqu'à saint Louis, qu'une enquête matérielle vienne corroborer les propos tenus pour déterminer une culpabilité. Serment et jugement de Dieu suffisent. La procédure la plus courante reste le duel judiciaire. Dieu accorde la victoire au droit, lui conférant l'évidence du vu, du concret. Ce duel, présent dans Yvain et parodié dans le roman de Renard, tant demandé par Tristan et redouté par ses opposants qui préfèrent l'éloigner de la cour pour ne pas avoir à s'y confronter, n'a finalement pas lieu chez Béroul, remplacé par le serment d'Iseux. L'enjeu du duel est la vie de la reine dans La mort du roi Arthur, alors qu'elle est accusée, à tort, d'avoir sciemment donné la mort, même si les faits plaident contre elle. Lancelot est le seul chevalier à relever le défi.
Le droit sert alors les amours adultères qui sauvent l'épouse du roi Arthur, lui-même garant du droit comme victoire de la raison par la foi. La circularité des valeurs culturelles mises en jeu assure l'équilibre du monde mythique, confortant la force organisatrice de la figure royale, au-delà des infractions que les faits semblent consacrer. Le respect des mots et des gestes est le moyen même qui autorise dans la pratique certaines tricheries. Le corps, équivalent concret de la personne, à la fois réalité morale et concrète, permet la médiation des actes juridiques par des gestes pliant les membres du corps qui accompagnent les symboles concrets, notamment pour l'adoubement ou l'hommage. Corps, objet et parole constituent ainsi les éléments médiateurs et rituels du droit. Sans doute la mentalité médiévale garde-t-elle des traits magiques et la conviction que les gestes, les objets et les mots, pris dans un contexte rituel, ont une efficacité incomparable. Le caractère concret proviendrait aussi de la méfiance qu'a l'esprit médiéval de ce qu'il voit. Les apparences sont mensongères, au point que la multiplication des preuves qui accablent Tristan et Iseult ne suffit pas à retirer au serment devant Dieu sa valeur de vérité. Aussi, le droit rendu par les hommes nécessite-t-il d'être garanti par la collectivité, la tradition et Dieu, manifestation de l'ordre rationnel transcendant qui régit l'univers, faisant dit les droits un synonyme dit les raisons. Ainsi, le rythme diégétique est freiné par l'ordre qui équivaut à une résistance culturelle au dévoilement de la faute dans Tristan et Iseult de Béroul. Tant que cet ordre ne s'est pas manifesté, l'esprit reste dans l'incertitude et toute décision prise à l'encontre des amants de Cornouailles peut être injuste, risquant ainsi de faire perdre sa légitimité au roi qui la prend. De même, le roi Marc s'efforce de faire garantir ses décisions par ses barons, lors du conseil, et s'appuie sur les signes dans la forêt où il trouve Tristan et Iseult endormis, puisque la raison n'a pas été tranchée, les deux positions, culpabilité ou innocence, demeurent possibles. L'enjeu de cette résolution devient la sûreté du roi. En effet, à l'homme qui est du côté du droit, rien de mal ne peut arriver, et chaque événement heureux pour Tristan et Iseult, en constituant un indice de leur innocence, fait courir au roi le risque d'un préjudice fatal à l'ordre qu'il garantit. Cette dynamique de dévoilement et son frein culturel sont repris dans La mort le roi Arthur. Troisième point, la question de l'amour hérité du roman de Tristan, poncif et spécificité dans La mort le roi Arthur. Poésie de cour, le lyrisme dit courtois célèbre une nouvelle conception de l'amour d'un surgissement brusque et dont la provocation morale est décriée par l'Église. Sensibilité et éthique relèvent d'une conception mondaine de la vie et de l'amour dont les traits saillants, noblesse de cœur et de naissance, désintéressement, libéralité, bonne éducation sous toutes ses formes, sont l'apanage du chevalier courtois. Le bon goût, en même temps que le détachement du luxe, comme des vices qui peuvent y être liés, cupidité, lucre, avarice, constituent l'opposition franche du chevalier à son inverse, le vilain, âpre, grossier, avide de son bien comme de sa femme. La femme prend, de façon originale par rapport aux mœurs du temps et aux positions de l'Église, une place dominante. L'amant fait de celle qu'il aime sa dame, domna, domina, c'est-à-dire sa suzeraine selon la métaphore féodale. La fine amor, l'amour parfait, repose sur l'idée que l'amour se confond avec le désir, dont l'assouvissement consacre la disparition. La tension paradoxale entre le désir de désirer et celui d'assouvir son désir construit le conflit insoluble dont résulte le sentiment complexe de souffrance et de plaisir, de peur et de frénésie que les troubadours expriment par le terme joué, JOI, de genre masculin. Concrètement, la nécessité du retardement de l'assouvissement se manifeste par la double difficulté d'accéder à la femme. La femme aimée est non seulement mariée, la qualité de l'amant est donc la discrétion face aux losangiers, jaloux et médisants délateurs, mais aussi d'un rang social supérieur, pour éluder le poids de l'intérêt ou de l'autorité sociale de l'amant dans la mercé, faveur accordée. Loin d'ignorer la fine amour, Béroul en utilise le langage,
bon à mort, fin à mort, losangier. Les rites tels que l'échange des druries et en inspirent sa situation romanesque, avec l'exil du héros, la séparation des amants, le rôle du gilos, tenu par Marc, les losangiers par les barons, et le motif de l'amour secret, fondé sur son caractère adultérin. Cependant, la relation unissant Tristan et Iseult s'en démarque. Iseult n'est pas socialement plus haut placé que Tristan, neveu et héritier présomptif du roi, et n'exerce pas de domination sur lui. Leur amour est réciproque et équilibré. Les amants y ont cédé dès le début et ensemble, ce qui est contraire au long service amoureux, ouvrant sur la merci accordée progressivement par la dame. En outre, la distance n'est pas maintenue par Iseux de façon à entretenir le désir et épurer les sentiments de son amant, et celle-ci n'est pas aimée pour ses mérites, mais par l'effet du filtre. La relation des amants de Cornouailles n'appartient pas à un poncif amoureux préétabli, mais se lie comme le syncrétisme de l'amour courtois et de la passion antique, non raisonnée, non voulue, mais subie par les amants. Un aspect particulièrement présent dans la version de Béroul, en regard des autres Tristan, est la mise en valeur du caractère fondamentalement antithétique de la vie sociale avec la passion amoureuse. L'acmé de cette séparation est constitué par la vie dans la forêt de Mauroy, épisode mettant en avant à la fois la force du sentiment liant les fugitifs et à la fois le caractère destructeur de leur passion. Cette dénonciation de la perte des valeurs courtoises va de pair avec la critique de la mise en danger de l'ordre social qui les porte. En faisant rimer altération du contrôle de soi par la soumission au filtre et à la passion qu'il représente, et donc atteinte des facultés mentales, avec déchéance physique, décharnement, fatigue, destruction des vêtements, et sociale, Tristan et Isolde n'occupent plus la place qui leur est dévolue dans l'ordre féodal, l'amour ravale le couple au rang du vilain. Dans La mort, le roi Arthur, la prégnance du modèle tristanien semble exonérer l'auteur de rappeler l'ensemble des éléments littéraires construisant le poncif. En sus, la position de l'œuvre au terme du cycle établit les amours de Lancelot et Guenièvre en fil conducteur diégétique affermissant les contours sociaux préexistants par leur ancrage littéraire et légendaire. La résonance avec le chevalier de la Charrette, la reprise d'épisodes de Tristan et Iseult, la référence à un code social fondateur des interactions de la cour amplifient la force du modèle des amours adultères et nourrissent les interprétations littéraires possibles de chaque épisode. Il en va ainsi de la séparation des amants qui s'échangent de nouveau les anneaux garants de la perfection de leur amour, en 119. Celle nuit au grand duel à la joyeuse garde. Et quand les jours fut adjournés, Lancelot dit à la reine: Dame, oui et lijor que vous départirez de moi et qu'il m'en conviendra à aller de ce pays. Je ne sais ce je jamais vous verrai. Veillez si un anel que vous me donnâtes jadis, quand je premièrement m'accointerai de vous, je je l'ai dès lors gardé jusqu'ici pour l'amour de vous. Or vous prie-je que vous le portuez, mais pour l'amour de moi, tant comme vous vivrez. Et je havrai celui que vous portez en votre doigt. Et elle l'y donne volontiers. Il en va de même de l'acceptation du retour de la reine, preuve de la valeur courtoise de leurs sentiments. S'il se fût agi de Folamore, Lancelot n'aurait pas accédé à la demande du roi. Dès lors, le roi se doit de suivre le droit et accepter le départ de Lancelot sans heurts. En 118. Quand l'Iroué entend qu'en l'y rend volontiers la reine, si dit, oyant tous ceux qui avec lui estoués. Pardieu, s'il fût autant à Lancelot de la reine comme on me faisait entendant, il n'est mis si au-dessous de cette guerre à mort. Et pour ce qu'il a fait de cette requête si débonnairement ma volonté, ferai-je outrément ce que la reine m'a mandé, car je l'enverrai aller hors de cette pays en telle manière qu'il ne trouvera, je ne l'y rende double. En revanche, le divorce opéré entre le chevalier et l'amant, édifiant chez Béroul, n'a pas cours dans La mort le roi Arthur. Tristan, exilé depuis sa naissance, devrait être appelé à rétablir son autorité sur son fief ou à acquérir, avec la conquête amoureuse, un royaume qui lui rende son rang royal.
Or, son statut illégitime semble se poursuivre à travers l'impasse où l'amène le bois herbé, puisqu'il ne peut plus que hanter le château, puis le royaume de son oncle. Cette forme d'errance remplace et annule le statut héroïque du personnage, précédemment vainqueur du Morholt et du dragon, ensuite démis de sa fonction aux yeux même du roi qui lui refuse de défendre sa cause par les armes, faisant d'Iseut l'instrument de leur défense judiciaire. Chevalier sans quête, Tristan n'est plus que l'objet des événements qui l'assaillent. Son être au monde et à sa culture est rongé par la passion comme le lépreux dont il endosse le vêtement à ses facultés physiques et son statut social détruit par la maladie. Le déguisement à propos duquel le lépreux plaisante avec Marc et Arthur, en s'imposant comme une parfaite image de la passion du couple, déformation physique, brûlure du corps, consomption de la chair, sont les stigmates de la passion dévorante et de la luxure qui consume Tristan, selon Baumgartner. En outre, la symbolique de la lèpre, conçue au Moyen Âge comme un châtiment divin, semble répondre à la faute morale. Les vers 3760 à 3774 présentent dans un dialogue ambigu la vision que Tristan a du mal qui le ronge, lorsque le roi Marc lui demande depuis combien de temps il vit à l'écart du monde. À l'inverse, Lancelot assume parfaitement son rôle de chevalier errant, de quête en tournoi. Il affirme à chaque aventure sa supériorité, se rend digne de l'amour royal et se montre loyal à la mercé que la reine lui a offerte. Sa vaillance nourrit tous les espoirs du roi qui sait reconnaître ses qualités, et l'œuvre l'établit en modèle de vertu chevaleresque. Finalement, l'amour courtois serait la seule faille du héros, s'il n'était pas, lui aussi, sublimé, résolu par un pieux renoncement, et mis à distance par la trahison complète de Mordred. La focalisation des regards sur Lancelot, par le truchement duquel Arthur paraît faire oublier sa propre faute, celle d'une naissance incestueuse, occulte pendant un temps la naissance du monstre consommé que ce neveu-fils devient. De ce point de vue, Lancelot et ses amours agissent comme un procédé de retardement et de détournement de l'intérêt du lecteur, tandis que la dynamique de l'effondrement du monde arthurien se poursuit lentement, et les menées du roi voient leur valeur corrompue à mesure que le véritable enjeu de l'œuvre s'édifie. Le déclassement de la figure royale est le résultat d'une lente corrosion de son intérêt pour le monde qu'il organise, au profit de l'image conjugale qu'il espère rétablir. En se détournant de sa fonction stabilisatrice et politique, le roi se montre moins conscient des enjeux qui fondent la force de son monde que Guenièvre, qui convoque un conseil des chevaliers autour d'elle, lors duquel elle suspend son retour à l'assurance de la sûreté future de Lancelot et ses gens. En 118, Laure mande la reine Lancelot et Bohort et Estor et Lionel en une chambre. Et quand ils furent devant lui, elle leur dit: Seigneur, vous êtes l'Ihomme et le monde, en je plus me fie. Or vous prie que vous me conseilliez à mon preux et à mes neurs, selon ce que vous cuiderez qui vaille mieux. Un peu plus loin. Et vous havrez proue en cette chose, car sans faille, je ne me partirai jamais de ci, s'il ne vous pardonne son mot talent, à tout moins en telle manière qu'il vous en laira aller hors del pays, si que vous n'y perdrez rien, tant comme vous serez en cet pays vaillant, un espérons. Troisième point, les récits traditionnels bretons, typologie du fond structurant le roman. Les Philides, poètes irlandais, établirent un classement par sujet de leurs récits. Sur les 17 types, seuls quelques-uns sont sensibles à travers les œuvres en langue française. L'enlèvement de la reine fée, Hécide, est certes identifiable dans la mythologie grecque. L'enlèvement de Perséphone, la fille de Déméter, déesse des moissons, par Hadès, roi des enfers, amène Zeus à trancher pour le partage de la jeune fille, qui passera la moitié de l'année aux enfers et l'autre moitié sur terre à partir du printemps, parallèle avec celui de la plante, entre la graine racine souterraine et la tige aérienne.
C'est une autre signification que prend le Héside dans la civilisation celtique, attachée à la personne de Guenièvre depuis une chronique écrite par un clerc gallois, vers 1130. Melwas a enlevé Guenhuvard, femme d'Arthur, qu'il tient enfermée dans une ville de verre. Suite au siège du roi, la reine lui est rendue sans combat. Melwas ou Maelloas, seigneur de l'île de Verre cité dans Érec et Énide, a rapproché de Méléagant, le roi du pays de Gore, peut-être une mauvaise lecture de voir pour vers, et le ravisseur de Guenièvre dans le Chevalier de la Charrette. Même si la description de la ville par Chrétien de Troyes est conforme à celle de la cour du XIIe siècle, l'impossible retour qui est énoncé à plusieurs reprises s'adosse davantage à la représentation de la mort issue des mythes gréco-romains ou celtiques. En sauvant Guenièvre, Lancelot est un nouvel Orphée descendant aux enfers pour chercher Eurydice, et en libérant les captifs du pays de Gore, il se rapproche d'Yvain qui, dans Le Chevalier au Lion, combat les fils du Nétin, des démons, pour délivrer le château de Pesme-Aventure des captives malheureuses, livrées annuellement au roi de l'île aux Pucelles, une dénomination traditionnelle des fées. Le chevalier rétablit l'ordre en extrayant d'une condition servile et misérable des fées captives d'une divinité chthonienne, un démon marin. L'opposition entre le ravisseur des mondes souterrains et le héros diurne se lit aussi dans une version tardive inspirée du prototype irlandais de la légende tristanienne que constitue la poursuite de Diarmid et Grinné. L'histoire de Tristan du XVIe siècle semble faire écho à une tradition très archaïque dans le fragment qui présente le jugement d'Arthur. Le roi est appelé pour régler le conflit opposant Marc et Tristan, qui s'est enfui dans la forêt avec Écite. Puisqu'aucun des deux ne veut renoncer à la reine, Arthur décide que l'un l'aura tant que les feuilles auront des arbres, et l'autre tant qu'ils n'en auront pas. Marc choisit la période où les nuits sont les plus longues. Le récit de navigation, Imram, met en jeu l'eau comme élément de passage vers l'autre monde, dont la représentation en île fortunée est récurrente, et le point cardinal est l'ouest. Le plus ancien des Imrama date du 8e siècle, la navigation de Bran, fils de Fébal. Ni chagrin, ni deuil, ni maladie, ni faiblesse, voilà le signe des mains, peut-on y lire. Le héros répond à l'appel d'une fée apparue en songe et qui lui a laissé un mystérieux rameau d'argent aux fleurs blanches en partant pour l'autre monde. Cette branche du pommier du royaume des fées, Emma, est reconnaissable à sa couleur blanche. La musique et le songe sont caractéristiques des enchantements de ce monde. Le voyage du héros lui permettra d'atteindre par la mer la terre des femmes, royaume de la jeunesse éternelle. Il perdra cette jeunesse lorsqu'il retournera dans la terre des hommes, à la demande de ses compagnons. Les îles extraordinaires sont nombreuses dans cette œuvre. Celle des rieurs, l'île de joie, où celui qui accoste ne peut plus jamais arrêter de rire, comme celle des pleureurs, retiennent le héros contre sa volonté. Notons l'île de verre, construite sur 4 piliers, l'île entourée d'un feu tournant. D'inspiration païenne, cet Imram est suivi d'œuvres davantage christianisées. Le désir d'évangélisation, mission des moines irlandais du Moyen Âge, ou la recherche du paradis terrestre, remplace l'invitation de la fée ou la quête de l'objet merveilleux comme cause du voyage. Ainsi, saint Brandan, inspiré de Bran pour son nom comme pour son histoire, est en quête du paradis terrestre. La Vita Sancti Brendani du IXe siècle est traduite et amplifiée par le moine Benedict en Voyage de saint Brandan au début du XIIe siècle. Ce récit composite, un des plus célèbres du Moyen Âge, s'étale sur 7 années de recherche par l'abbé irlandais Brandan et ses 14 moines, en reprenant l'île des Rieurs ou le palais désert où l'on trouve les nourritures abondantes et mystérieuses. La christianisation est importante. L'Ouest est remplacé par l'Est, direction judéo-chrétienne du paradis terrestre, orientation des églises. Les forgerons menaçants deviennent des démons. Le palais féerique devient une église. La navigation existe dans des récits mythiques non celtiques, Jason et les Argonautes à la quête de la toison d'or, objet magique de l'autre monde, ou l'Odyssée. Mais les caractéristiques celtiques sont spécifiques. Elles se trouvent dans de nombreuses œuvres en s'éloignant davantage du type originel. On trouve Guillemard. En outre, le roman de Tristan présente ce motif
sous la forme du héros confié au flot sur la barque sans voile ni rame. Dans certaines versions, il y joue de la harpe, instrument caractéristique de la culture celtique. L'autre monde exerce une attraction sur lui. En l'espèce, il s'agit de l'Irlande, terre des monstres et des enchantements, où vit Iseut, représentation évoluée de la fée. Citons aussi le mythe du héros-dieu caché qui inspire l'enfance d'Arthur dans Merlin. Issu d'une conception secrète du terre Pendragon avec Igerne, l'épouse du duc de Tintagel. C'est l'enchantement de Merlin qui permet au roi de prendre l'apparence du duc pour concevoir Arthur, qui sera ensuite confié à Antor, le père de Queux, sénéchal d'Arthur, et dont la révélation se fera alors que le trône reste vacant à la mort du Terre et grâce à l'épée que seul le roi du pays pourra sortir de la pierre. Le problème de la fécondité empêchée, de la stérilité que l'autre monde ne peut abolir que par le truchement d'un terrien, questionne l'harmonie que les forces royales garantissent comme un signe d'abondance, en organisant l'équilibre du monde. Dès lors, une faute peut rompre l'équilibre et précipiter le royaume à sa perte, comme dans La mort le roi Arthur, où deux péchés majeurs entraînent une ère crépusculaire, l'adultère de Lancelot et Guenièvre et la conception incestueuse de Mordred. En violant les Geisha, incantation magique imposant une obligation ou un interdit royal, le roi et la reine annihilent l'ordre royal, le royaume et le monde de la chevalerie. La fécondité usurpée est à la source de la mort du roi et de son héritier réel, Mordred, qui se combattent à mort.